Bonsoir à tous. Dublin accueillera la prochaine rencontre mondiale des familles. Ce sera du 21 au 26 août prochain. L'occasion pour le pape François, qui viendra clôturer l'événement, d'encourager les catholiques irlandais à redynamiser une église en perte de vitesse depuis les affaires de pédophilie et confrontée dans certaines régions à une forte sécularisation. Alors quels sont les défis pour les familles en Irlande, où un référendum voté fin mai à une large majorité libéralise l'avortement? Dans un contexte de crise pour l'Église, eh bien, peut-elle retrouver une place dans la société irlandaise? On en parlera. Quelles sont aussi les priorités pastorales? Et puis face à la baisse des vocations, comment réfléchir aux paroisses de demain et former des laïcs engagés? Éclairage sur toutes ces questions avec notre invité, le père Hugh Connolly, l'aumônier des Irlandais à Paris. Père, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Je suis très heureux d'être ici. Alors, vous êtes originaire du diocèse de Drogheda en Irlande du Nord. Vous avez notamment dans votre parcours été président du collège Saint-Patrick, qui est le dernier séminaire d'Irlande. Il est situé à Maynooth, dans le comté de Kildare. Et on va parler avec vous dans un instant de la formation des futurs prêtres dans le contexte de crise que connaît l'Église. Mais avant ça, on va revenir sur une actualité qui a touché votre pays il y a quelques semaines. C'était le 25 mai dernier, le référendum sur l'avortement, avec un résultat qui a peut-être surpris. Près de 67% des électeurs ont voté pour l'abrogation de l'interdiction constitutionnelle de l'avortement. Une première question, Père, voilà, vu d'ici, comment est-ce que vous avez réagi face à ce résultat? Est-ce que vous vous y attendiez ou pas? Le résultat même, je pense, n'était pas tellement surprenant parce que... oui, le oui. Le fait qu'on avait voté oui, pro-choix, comme on dit en anglais. Mais peut-être l'ampleur de cette majorité, ça c'est vraiment surprenant parce que vous vous souvenez peut-être qu'il y a trois années, on avait le référendum sur le mariage de même sexe. Alors, et ça a été un peu moins cette majorité de ce résultat. Alors pour moi et pour bien des catholiques, je pense, et même des évêques et des commentaires en Irlande, je pense qu'on a trouvé l'ampleur de cette majorité assez surprenante. Ouais. Comment est-ce que vous l'expliquez et qu'est-ce que ça dit aussi peut-être de la société irlandaise aujourd'hui? Et c'est que l'Irlande suit un peu ce qui se trouve dans tout le monde occidental. C'est-à-dire que on habite maintenant au monde, surtout dans le monde anglophone, qui devient de plus en plus monoculturel. C'est très difficile d'avoir une exceptionnalité, disons, parce qu'on avait parlé dans l'histoire de l'exceptionnalité irlandaise, qui était très, oui, c'est ça, c'était très différent des autres pays. On avait parlé, par exemple, de Pologne, Irlande, comme des pays très catholiques, et qui faisaient l'exception de toute l'Europe. C'est plus le cas aujourd'hui. Maintenant, c'est plus le cas. L'Irlande connaît un changement qui va à toute vitesse, Ça vous préoccupe, ça, Père? C'est un peu inévitable, je pense. Et en effet, on est appelé à évangéliser, on est appelé à répondre aux problèmes et aux défis de maintenant, de nos jours. Alors, on n'a pas le temps d'être trop préoccupé par ça. Il nous faut aller confronter cette situation, trouver des réponses et aussi accompagner, parce que c'est toujours notre ministère d'accompagner les fidèles qui essaient de vivre leur foi dans un monde beaucoup différent, peut-être du monde des parents. Et pour les parents, c'est difficile parce que maintenant, il habite en Irlande qui est vraiment changé tellement que c'est presque difficile à reconnaître. On va revenir à une autre actualité, ça va se passer prochainement, ce sera la rencontre mondiale des familles, ce sera cet été, au mois d'août. Peut-être d'abord
pour vous, comment est-ce que vous voyez ce choix du pape François, que ce soit l'Irlande qui accueille cette prochaine rencontre? Vous avez utilisé un mot assez intéressant là, au commencement. C'était visite encouragement ou pour encourager. Et je pense qu'il y a quelque chose là-dedans parce que vraiment, on sait bien déjà que sont les problèmes que l'Irlande a connus dans ces dernières décennies, disons. Les affaires. Oui, tout à fait. On a pas mal de problèmes. Aussi, on avait le fait que cette visite, ou bien cette journée mondiale des familles, a été annoncée à Philadelphie il y a 3 ans, et juste après le référendum en Irlande. Alors, peut-être là, on avait déjà pensé un petit peu, alors ça c'est intéressant, qu'Irlande change beaucoup, ça serait intéressant peut-être de donner un peu d'encouragement de toutes ces familles qui viennent de tous les coins du monde. D'autant plus que la ville dont on parlait beaucoup avant de parler de Dublin, c'était Paris, donc il y a peut-être eu un changement. Voilà. Alors c'est peut-être quelque chose là-dedans qu'on avait peut-être changé au dernier moment, mais de toute façon, il y a Paris qui reçoit pas mal d'autres rencontres, pas tellement dans la sphère de la région, mais le sport et tout ça, parce qu'on a le Coupe du Monde du rugby et des autres choses. Alors, c'est peut-être intéressant pour Dublin d'avoir ce moment, surtout que ça fait 40 ans. Il y a 40 ans, on avait la première visite, et l'unique visite d'un pape, c'était pape Jean-Paul II. En 1979. Alors ça, c'est 40 ans, et ça, c'est très, très intéressant de faire la comparaison entre l'Irlande de maintenant et l'Irlande il y a 40 ans. Il y a 40 ans. On va évidemment suivre avec attention cette visite. Alors, quels sont aujourd'hui les défis pour les familles en Irlande? Eh bien, nous avions posé la question à Monseigneur Eamon Martin, qui est l'archevêque d'Armagh et primat de toute l'Irlande. C'était à Rome, lors du synode sur la famille, en octobre 2015. On écoute sa réponse. I drew particular attention to the problem of domestic violence and also to the problem of abuse, which has sadly devastated many families in Ireland and, as we know, all over the world. Alors voilà, l'évêque qui parle de ces difficultés de famille, notamment les violences conjugales, le problème de l'alcool. Ouais. Voilà, ça c'est des réalités qui se vivent un peu dans tout le pays. Un peu dans tout le pays et peut-être un peu marqué dans quelques contextes en Irlande et surtout il y a pas mal de travail qui déjà se fait de la part de l'Église et qui est bien impliqué dans ces contextes. Oui, mais ce sont des choses qu'il faut adresser enfin au niveau pastoral. Et je dois dire, comme disait là Monseigneur Martin, qu'on avait utilisé même ces dernières 3 années, dès le moment qu'on avait annoncé Dublin, on avait utilisé ces 3 années pour commencer un petit peu à réfléchir dans les diocèses et dans les paroisses même pour faire un impact, surtout pour eux qui sont les plus besoineux, enfin, les pauvres, les sans-abri, les personnes qui souffrent. Il y a beaucoup de choses qui existent au niveau de l'Église vis-à-vis des plus fragiles. Oui, il y a pas mal. Oui. Pas mal. Oui. Il y a l'accord, c'est comme le mot accord en français. Oui. Mais ça, c'est un service de conseil, mais aussi un service de soutien pour les familles surtout, et ça a commencé pour les couples qui étaient en train de commencer leur chemin vers le mariage. Mais ça a beaucoup développé ces derniers ans pour être un soutien pour les familles en difficulté, pour les mariages en difficulté, même pour des jeunes qui expérimentent des problèmes, même sur le plan, disons, de santé mentale, tout ça. Alors, on avait beaucoup examiné ces services qui existent toujours déjà, et pour enfin développer un peu et faire face à de nouveaux défis qui se trouvent maintenant. Ce service-là, Accord, c'est animé par des laïcs, par des prêtres, les deux? Pour la plupart, oui, les deux, c'est la réponse très courte, mais oui, pour la plupart, ce sont des couples qui ont déjà vécu leur mariage, ou bien ils ont un peu de temps pour, comment dire en anglais, redonner quelque chose à la société ou à l'Église.
Alors, c'est quelque chose que je dois dire fonctionne très, très bien. Mais il y a aussi le rôle de prêtre là. Mais ce n'est pas le cas que le prêtre doit être, par exemple, si on fait peut-être, je ne sais pas, peut-être 6 séances de préparation. Alors, monsieur le prêtre, il peut venir peut-être pour 2 ou 3, mais ce n'est pas le cas qu'il doit être toujours là, parce que on essaie de modeler quelque chose, de trouver un chemin qui implique les laïcs comme partenaires. Comme partenaires, c'est un mot important en anglais, avec les prêtres, plutôt qu'une vue plutôt monarchique, disons, de l'Église. Ça doit être une Église des partenaires maintenant. On y reviendra à peut-être cette évolution de la culture aussi, au sein de fait. l'Église. Alors, lors de sa visite pastorale les 25 et 26 août, le pape François qui viendra clôturer l'événement, eh bien, il va se rendre au sanctuaire Notre-Dame de Knock. On va en voir quelques images. Mais que représente ce lieu? Bon. Qu'est-ce que c'est comme Alors, sanctuaire? c'est un des hauts lieux de pèlerinage, disons, en Irlande. C'est le pèlerinage plus important. Ah oui? Parce que là, c'est le sanctuaire de Notre-Dame. Et ça remonte à des apparitions au mois de 1810. Mais 1879, je pense. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, intéressant, parce que c'est une apparition sans avoir aucun mot prononcé, que Marie et Saint Jean évangéliste et le bon Seigneur en forme de l'agneau de Dieu et le croix. Et aussi, dans ces années-là, alors, Irlande a connu des gros problèmes avec la grande famine il y avait quelques décennies avant. Et alors, c'était vu un peu comme cette visite de Pape François, ces apparitions étaient considérées un peu comme des apparitions d'encouragement au peuple qui avait beaucoup, beaucoup souffert. Et maintenant, ça reste dans l'imagination des Irlandais et même des Irlandais qui se trouvent aux États-Unis, par exemple. Alors, on dit que, je pense que ce sont des choses assez précises, qu'il y a 1,5 million de pèlerins qui viennent chaque année. C'est un peu le Lourdes irlandais, en fait. Oui, c'est-à-dire ça a beaucoup, beaucoup développé en ces dernières années. Et ça trouve une réaction des Américains, mais aussi en Grande-Bretagne, par exemple. Il y a pas mal d'Irlandais là aussi qui viennent expressément à Knock pour visiter Irlande et après peut-être aussi visiter leur famille qui se trouve dans le pays. Et je précise d'ailleurs que le pape Jean-Paul II s'était rendu en 1979 dans ce même c'est le centenaire, je pense, quand il est allé là, le centenaire des apparitions. Alors, pape François va aller là le deuxième matin, je pense, de sa visite. Alors, il existe de nombreux lieux de pèlerinage dans votre pays, dont certains qui sont dévolus au culte de Saint Patrick, le patron de l'Irlande. Alors, on connaît bien sûr la fête populaire de Saint Patrick, mais dites-nous en quelques mots d'abord qui était ce saint. Et j'imagine que la fête populaire, il n'y a pas que ça autour de Saint Patrick. Saint Patrick, c'est très intéressant parce que, enfin, on sait beaucoup de sa vie, mais il nous a laissé ça comme Saint Augustin, sa confession en Angleterre. Alors, comme Saint Augustin aussi, ce n'était pas le cas que bien qu'il était baptisé, alors il n'a pas vécu, disons, sa foi pleinement comme jeune homme. Mais il a eu une forte expérience quand il était séquestré par les pirates irlandais. Il est arrivé en Irlande, il était esclave, et à un certain point, il a pu échapper. Mais quand il est venu ici en France pour faire sa formation, il a décidé qu'il fallait repartir. Oui. Mais il voulait se faire prêtre, mais après, oui, il a écouté l'appel des Irlandais de nouveau. Alors, à ce point-là, il est venu comme migrant, on doit dire, parce qu'il n'était pas irlandais, en Irlande pour partager les bonnes nouvelles. Il a un rôle très, très spécial chez nous. C'est un saint qui parle
sur plusieurs niveaux, disons. Et aussi, il y a le Saint-Patrick de diaspora irlandais dans tous les mots. Alors, on voit beaucoup de bière dans ces fêtes de Saint-Patrick. Mais un peu exagéré. Il n'y a pas que ça, j'imagine. Oui, c'est peut-être une chose un peu qui est arrivée assez récemment, que cette fête de Saint-Patrick perd un peu le sens originel de qui est Patrick et c'est quoi cette fête. Alors ça touche à nous de devoir, enfin, en quelque sorte, réinventer un peu cette fête pour retrouver le vrai sens et peut-être trouver un moyen d'évangéliser, parce qu'on a beaucoup besoin de réévangéliser en Irlande en ce moment. Alors justement, il y a des lieux qui, en tout cas, célèbrent Saint-Patrick et de manière plus authentique, avec notamment Lough Derg, qui est une minuscule île située au nord-ouest de l'Irlande, un symbole du catholicisme irlandais où christianisme et traditions celtes sont mêlées. On regarde cet extrait de documentaire. C'est une île au milieu d'un lac, dans le Donegal, au nord-ouest. Depuis le Moyen Âge, c'est un endroit majeur de pèlerinage associé à Saint-Patrick. Tout porte le nom de Saint-Patrick, le lit de Saint-Patrick, la croix de Saint-Patrick, la basilique Saint-Patrick, tout est Saint-Patrick. Où que l'on regarde, Saint-Patrick. Saint-Patrick est là. C'est une expérience de 3 jours qui implique beaucoup de prières et de jeûnes, et beaucoup de nuits inconfortables sans sommeil. Du 1er juin au 15 août, chaque été, les gens arrivent sans réserver. Ils enlèvent leurs chaussures et leurs chaussettes et ils prient autour de ce qu'on appelle des lits. Des petits cercles de pierre, on entre et on sort du cercle. C'est très ancien. C'est étonnant, ces rituels, Père, non, de voir ça, ces personnes pieds nus qui prient en tournant. Comme vous disiez, il y a un mélange là un peu avec notre spiritualité de Saint-Patrick, mais aussi la spiritualité qui existait avant. Voilà, c'est ça. C'est la spiritualité d'auparavant, mais c'est intéressant et c'est très, très robuste, sévère, enfin, comme pèlerinage. Mais je pense que ça fait appel surtout aux jeunes qui veulent... parfois, ils cherchent un défi physique, enfin. Parce que parfois, la prière, ça se voit comme toujours des mots, beaucoup de mots. Mais parfois, c'est important. Se mettre un peu à l'épreuve. C'est ça aussi. Et ça reste assez populaire, je dois dire, parmi les jeunes. Et aussi les étrangers parmi eux, les Français aussi qui viennent tous les années. Pas beaucoup, mais il y en a des Français aussi, même, par exemple les scouts et tout. Oui. Parce que j'ai travaillé pour quelques saisons et j'ai rencontré pas mal de Français qui sont venus en Irlande pour découvrir le Lough Derg, qui est à Donegal. Ouais. D'accord. Alors, on le sait, l'Irlande, elle a été secouée par des affaires de pédophilie qui ont été révélées au début des années 90. Est-ce que, selon vous, Père, l'Église a fait le nécessaire face à ces drames ? C'est une question très, très intéressante parce que, oui, fait le nécessaire. Oui, on a beaucoup fait. Je dois dire que parmi les pays d'Europe, l'Irlande doit être parmi eux les pays qui a fait beaucoup, le plus, enfin, parce qu'on a à quel niveau, alors ? Niveau des règles, niveau des contextes pastoraux, niveau de préparation des futurs qui doivent administrer, enfin, oui, c'est ça, les prêtres, les laïcs, tout ça, sur tous les niveaux. Mais on dit en Irlande, dans tous les contextes, tous les évêques, ils disent la même chose. On ne peut pas jamais dire qu'on avait tous fait, parce que il y aura toujours des nouveaux contextes, toujours des nouveaux défis, et on doit rester toujours très, très vigilant parce que c'est une question tellement importante pour nous maintenant. Il y a des victimes qui se présentent maintenant et ça continue. Ce sont des victimes, pour la plupart, qui parlent des choses qui ont passé dans un passé plus loin, mais ça continue à se révéler. Ça a été douloureux, j'imagine, pour vous, Père, en tant que prêtre. Oui, tout à fait, parce que ça a marqué beaucoup
tout ce qu'on fait. Parce que ça reste toujours dans les... ça doit rester quand même dans la mass media. C'est important que c'est là. C'est important que les choses soient dites. On se rende compte de ce qui est passé. Mais c'est difficile. C'est très difficile. Alors, en tant qu'ancien enseignant en séminaire, justement, dites-nous, vous parliez de cette formation qui a peut-être évolué. Qu'est-ce qu'elle a fait, l'Église, concrètement, pour former les prêtres de demain? Bon, alors, et c'est intéressant parce que là où j'ai travaillé, c'était le séminaire national et c'était aussi l'université catholique. Alors, on avait la possibilité de faire travailler ensemble jusqu'à un certain point parce qu'il y a des cours différentes, les séminaristes et les laïcs. Alors, ça c'est très, très important pour l'Irlande du futur parce qu'on a très, très peu de vocations. Cette crise a touché les vocations, bien sûr. Une cinquantaine de séminaristes, je dirais, actuelle. Pour toute l'île d'Irlande. Ça veut dire pour peut-être 6 millions de catholiques. Alors que une cinquantaine de séminaristes. Alors, forcément, ils doivent savoir travailler avec des laïcs parce que l'Irlande, l'Église d'Irlande de l'avenir, ça doit être forcément très, très, très différente d'aujourd'hui. Alors, l'unique manière qu'on peut répondre aux besoins pastoraux, ce serait d'avoir comment dire en anglais, partnership, partenariat entre laïcs et prêtres. Et spécifiquement, Père, pour les prêtres eux-mêmes, mais bien qu'en baisse, et vous le dites, on mesure bien cette difficulté-là, comme ça touche d'autres pays aussi, mais est-ce que les prêtres eux-mêmes, est-ce qu'il y a un discernement qui est plus fort, un accompagnement qui est plus fort aujourd'hui pour former ces jeunes? Oui, alors je dois dire qu'on doit beaucoup aussi au changement au niveau global, parce que, par exemple, il y avait dans les années 90 ce grand document Pastores Dabo Vobis. Alors, pour la première fois, je dois dire vraiment, on avait eu un programme, par exemple, le programme de formation humaine, et bien détaillé alors, on avait consacré beaucoup de nos efforts dans ce domaine-là, parce qu'à dire la vérité, les séminaristes aujourd'hui, ils ont beaucoup besoin de cette formation humaine. Donc ça, c'est un peu une nouveauté ces dernières décennies? Ouais, je dois dire que oui, c'est-à-dire, il y avait toujours des tentatives dans le passé, mais maintenant, c'est une chose avec beaucoup plus de structure et avec beaucoup plus de professionnalisme, je dois dire aussi, parce qu'on apprend des autres professions comment ça se fait. Alors, il y a aussi ça, mais il y a aussi, par exemple, la formation pastorale. Ça aussi a beaucoup développé en ces derniers, peut-être 10 ou 20 années. Maintenant, ça se fait dans la paroisse, non pas que dans la salle de classe, mais dans la paroisse. Sur le terrain. Sur le terrain. Alors, comme ça, on a une bonne idée, avant d'être ordonné, avant de se faire ministre de l'Évangile. Voilà, de ce que c'est que la vie de prêtre. Parce qu'autrement, ça peut être une idée ou quelque chose de très, très idéalisé. Oui. Pas la réalité. Pas enraciné dans la réalité. Ouais. Alors, dans un contexte de baisse des vocations, vous parliez de ce rôle des laïcs et de ce partenariat. À quoi est-ce qu'ils sont appelés les laïcs d'aujourd'hui et de demain en Irlande? Bon, alors, je pense que c'est difficile parce qu'il y a deux... Je ne dois pas dire qu'il y a deux églises catholiques, mais il y a l'Église catholique traditionnelle qui a toutes les structures. Bon, on ne peut pas maintenir toutes ces structures dans le futur, mais il faut quand même essayer de continuer à avoir les services, fournir les services pastoraux qui existent déjà. De l'autre côté, il faut aussi faire l'évangélisation. Alors, il y a pas mal de tâches qui confrontent ceux qui veulent travailler au niveau paroissial. Et j'ai travaillé un peu avec nos laïcs et côté à côté avec nos séminaristes qui se sont allés dans ces contextes des paroisses même pour gérer, par exemple, les paroisses. Parce que si un prêtre doit gérer tout ce qui est la bureaucratie, qui se trouve dans la paroisse. Alors, il y a un peu de temps pour faire toutes les autres choses. Comme ça, il y a pas mal mais aussi des ministères que les laïcs peuvent exercer. Oui, c'est ça. Et ça commence chez nous. Et je dois dire que c'est un succès mixte. Parfois,
et ça va assez bien. Parfois, c'est un échec. C'est mitigé, c'est ce que vous dites. Oui, mais même dans le cas d'un échec, il faut apprendre de ses erreurs. Et ceci, c'est le grand défi pour nous maintenant. Merci beaucoup, Père Connolly, pour votre éclairage. Voilà, on arrive à la fin de cette édition et bien sûr, KTO sera présent à Dublin pour vous faire vivre la rencontre mondiale des familles du 21 au 26 août prochain. Et d'ici là, moi, je vous souhaite à tous un très bel été et on va se quitter avec un extrait du teaser de la rencontre mondiale des familles. Au revoir à tous. Every 3 years, the Church brings together the largest international gathering of families in the world. In 2018, this gathering will take place in Dublin, Ireland, a place known for its long Christian heritage and its welcome. For centuries, Irish missionaries have travelled the world, proclaiming the joy of the gospel. Now we look forward to welcoming people from every corner of the world to our shores for the 2018 World Meeting of Families, including, God willing, having Pope Francis join us for the Festival of Families and the final Mass. Our Holy Father, Pope Francis, is encouraging families from all across the world to come to Ireland in 2018 to celebrate family life and to reflect on the importance of family in our lives.